Docteur Bruno Coleman, donc docteur en économie appliquée, enseigne dans plusieurs universités belges et étrangères, donc à l'Université libre de Bruxelles et l'UCL. On peut cumuler les deux, ça je ne savais pas. Voilà. Vous êtes aussi membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et de beaux-arts de Belgique. C'est très rigolo de cumuler en fait deux disciplines qui semblent antinomiques. Et donc vous rentrez dans aucune case. La preuve, le livre est super bien écrit en fait. Il y a un mélange de styles très différents. On a l'impression de lire finalement un livre qui nous parle de la vie, mais on parle plutôt de mondialisation, d'économie, et c'est une analyse sociétale. Alors première question, à quoi sert un économiste ? Je crois qu'un économiste, ça sert essentiellement à traduire des intuitions sur le futur. Ça sert bien sûr à analyser le présent, mais plus fondamentalement, c'est une prospective que l'économiste doit formuler. Donc l'économiste se met naturellement à risque de se tromper, puisqu'il est censé imaginer des scénarios qui seront peut-être confirmés ou au contraire infirmés. Mais donc c'est un immense travail d'enseignement et de pédagogie auquel il doit s'astreindre. Mais c'est de l'astronomie en fait. Non, ce n'est pas de l'astronomie ou de l'astrologie, parce que l'idée, c'est de travailler sur des données concrètes, c'est de s'intéresser à des indicateurs. Ce que font les astronomes aussi. Oui, ce que sont peut-être les astronomes, mais l'idée, c'est plutôt de travailler sur des données chiffrées, des données quantifiées, mais d'ajouter à ces données une part d'interprétation personnelle, d'intuition. Je sais que le mot intuition n'est pas un mot qui est reconnu dans le domaine académique ou scientifique, mais c'est indispensable parce que simplement caboter avec les données du présent n'a pas beaucoup d'utilité. Par contre, s'essayer à un foisonnement de scénarios du futur, ça c'est utile et c'est ça que j'appelle la véritable pédagogie. Mais donc l'économie, finalement, c'est vrai qu'on a l'impression, comme vous dites, que c'est quelque chose de très scientifique, très rationnel, et vous êtes en train de nous démontrer qu'il y a une grande part d'intuition là-dedans, d'humain. Alors, est-ce que ça vient de votre formation, de votre vision de l'économie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus répandu ? Mais d'abord, il n'y a pas d'économie absolue. Et la meilleure illustration, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écoles d'économie depuis quasiment 2 millénaires. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de mécanisme absolu. L'économie, maintenant, tend plutôt vers la statistique, vers l'analyse des comportements, et je crois qu'elle est plutôt proche de la sociologie que de la mathématique. Voilà, c'est intéressant parce que on a longtemps dit que l'économie était effectivement une science absolue, donc elle se servait pour elle-même, et là on revient... et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant à toute une mouvance d'économistes et de penseurs qui sont des penseurs du coup et qui font en sorte que l'économie serve la société et pas le contraire. Oui, c'est très important parce qu'on a vécu une phase qu'on qualifie maintenant de néolibérale, oui, au cours de laquelle on a parlé d'économie absolue. C'est-à-dire on est parti de l'idée que l'économie pouvait être transcrite dans des équations, que tout était fluide, tout était mécanique. Et c'est, je crois, la crise de 2008 qui a profondément changé les mentalités parce qu'on s'est rendu compte qu'on devait plutôt parler d'économie politique ou de politique économique, étant donné que l'économie qu'on qualifie de réelle avait percuté l'économie financière dans un choc boursier absolument épouvantable et surtout dans une déflation, une récession qui a suivi ce choc boursier. Et aujourd'hui, le grand débat n'est pas un débat d'économie pure, c'est un débat de gestion de la société, de gestion des biens publics, de gestion des transferts sociaux, de politique budgétaire. Donc on est très très loin des années 80. Économie politique, moi je revois mon cours de première à Solvay, dans une économie constituée de beurre et des canons, c'est très keynésien. Est-ce que ce n'est que ça, finalement ? Non, pas du tout. C'est réducteur. Hein ? Oui, c'était réducteur parce que d'abord l'économie de la loi de l'offre et la demande aujourd'hui doit être multipliée par d'autres facteurs comme la finitude des ressources terrestres, oui, par le besoin de prédation, par des phénomènes de nature sociologique. Donc c'est bien plus complexe que tout ce qu'on a voulu nous enseigner. Et c'est la preuve aussi qu'aujourd'hui le temps politique est revenu. On doit en fait maintenant incorporer de nouvelles variables dans la gestion de l'économie, dans la perception des phénomènes. C'est le fait politique. Ce fait politique a été escamoté pendant très longtemps parce que nous sommes rentrés dans les années 80 dans ce monde néolibéral au sein duquel l'État était réduit à sa plus simple expression. Bien, aujourd'hui, en ces temps de populisme, en ces temps de confrontation d'idées, on se rend compte que le politique a vécu dans une certaine indolence pendant 40 ans et que le temps politique est revenu. Oui, vous dites qu'en fait, l'État a quelque part abandonné la res publica, la chose publique, pour s'occuper de choses qui ne sont pas son boulot, finalement, l'économie. Alors quoi, chacun son boulot et les vaches seront bien gardées ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que le néolibéralisme est parti de l'idée que l'État n'avait quasiment pas de rôle à jouer. Sinon, ces tâches régaliennes de protection des biens et des services, ça a conduit au démantèlement de tous les grands monopoles publics, comme par exemple les transports, les télécommunications et l'énergie.
Et en fait, ça a permis à nos gouvernements de trouver l'excuse d'une économie spontanée pour ne pas mettre en œuvre de vision stratégique de l'économie. Et aujourd'hui, on voit la situation dans laquelle on est, et plus particulièrement en Belgique. Rien n'est résolu en termes de mobilité, en termes de pension, en termes d'énergie, en termes de pollution. Donc ces débats sont gigantesques, touchent le quotidien, et aucun parti politique, aucun homme politique n'est capable de tirer une synthèse proactive, une synthèse opérationnelle visant à rassembler l'action dans des pensées qui soient structurées. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, on a vécu dans cette indolence, dans cette espèce de déclinaison plus ou moins d'économie mixte qui a permis à des hommes politiques de ne pas s'impliquer, de ne pas se mettre à risque dans la gestion des choses publiques. Alors, 2 questions, justement, par rapport à ce que vous venez de dire. Il y en a même 3, mais je vais les faire dans l'ordre. D'abord, est-ce que vous adhérez à tous ces penseurs qui veulent... Parce que vous commencez comme ça, hein. Il est donc simple de conclure qu'une économie qui diminue l'empreinte écologique de ses membres augmente le capital écologique des générations de demain. Donc mais pourtant, l'économie capitaliste n'arrive pas à régler cette équation. C'est-à-dire que ce n'est pas intégré dans le prix du marché. Alors, est-ce que vous êtes de ces penseurs qui veulent intégrer l'écologie et l'humain et le capital au même titre à titre égal pour réguler l'économie, ou est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont cloisonnées ? Mais l'économie de marché, elle est instantanée. Elle intègre la jouissance immédiate, quasiment narcissique du futur, et ne tient pas compte de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire le coût de la nature, donc tout ce qu'on va devoir un jour rembourser. Et donc le coût de la nature, qui n'a pas de syndicat, qui n'a pas de voix, est incapable d'intégrer dans la loi de l'offre et de la demande. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut transformer ce qu'on appelle une fiscalité punitive, qui a d'ailleurs donné naissance aux Gilets jaunes, en une économie productive. Et en fait, idéalement, ce qu'on devrait avoir, ce sont des États qui maintenant font des plans de transition climatique, font des plans de transition énergétique, soient capables de le financer par l'endettement. Ça tombe bien, la dette ne coûte rien, donc finalement, ça n'obère pas le patrimoine public. Mais l'endettement, pas par l'impôt. Pas par l'impôt, bien sûr, par la création monétaire. Il ne faut surtout pas aujourd'hui pénaliser les personnes qui sont souvent les plus précarisées en leur demandant de changer leur comportement alors qu'elles ont déjà des difficultés en termes de pouvoir d'achat. Par contre, on peut imaginer que l'État intervienne et à un niveau plus élevé finance cette transition par l'emprunt. Je le répète, l'emprunt ne coûte rien et le coût de l'emprunt est même inférieur au taux de croissance économique. C'est donc un projet à peut-être 10, 20 ou 30 ans. C'est ça qu'on demande au domaine politique maintenant. C'est ça qu'on leur demande, c'est-à-dire d'avoir une structuration de la pensée pour savoir comment intégrer progressivement la réalité de la nature dans les faits de commerce, dans les faits de négoce quotidien. Oui, donc qu'ils reprennent leurs fonctions, qu'ils fassent quelque part le boulot pour lequel on les a élus. Mais il est vrai que est-ce que c'est juste qu'on finance pour le moment tout par l'impôt ? Beaucoup trop de choses, par exemple la transition énergétique. On sait qu'on finance avec nos impôts un peu de transition énergétique et en même temps, on finance les subventionnements mazout, donc il y a un souci. Mais c'est-à-dire que depuis maintenant une trentaine d'années, les investissements publics ne représentent qu'une fraction tout à fait minime, quasiment homéopathique, du budget de l'État. Le budget de l'État sert essentiellement à des dépenses courantes, à des dépenses de fonctionnement. Alors, on devrait idéalement aujourd'hui augmenter, amplifier ces investissements productifs, qui sont d'ailleurs créateurs d'emplois, mais le cadre de l'euro nous en empêche, parce que l'euro impose des contraintes en matière de déficit budgétaire, des contraintes en matière de désendettement structurel, qui sont d'ailleurs complètement insensées, puisque l'emprunt ne coûte rien maintenant. Et donc, les États se sont écartelés entre une règle monétaire qui n'a pas de validité, je crois, de manière contemporaine, et une réalité demandée par la population d'investissement productif. Et finalement, ce problème, la synthèse de problème doit être tirée. On ne peut pas imaginer de vivre encore 5 ans dans une espèce de magma intellectuel qui consiste à voir des personnes qui, dans la rue, demandent à nos gouvernants de mettre en œuvre des idées, et ces mêmes gouvernants eux-mêmes qui se réfugient dans une sorte de mutisme sans être capables de structurer dans l'action une pensée synthétique. Donc aujourd'hui, on est vraiment face à, je crois, une confrontation entre une rue qui se manifeste, et parfois pas toujours à bon escient, et certainement de manière contradictoire, mais des gouvernements que la rue demande à être maintenant face à ses responsabilités. Alors justement, l'euro, il y a beaucoup de choses à dire, vous en dites beaucoup de choses. D'abord, on a l'impression que l'Europe est un petit peu schizophrène, parce qu'en fait, elle utilise 2 méthodes. Donc elle est dans une espèce de socialisme où l'État finance plein de choses, elle est une espèce d'État-providence et solidaire, et en même temps une économie capitaliste hyper libérale. Est-ce que c'est ça qui conduit finalement à cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui ?
L'euro est effectivement tout à fait schizophrénique. C'est un fait historique qui a été déclenché par la réunification allemande, mais c'est un choix libéral d'économie, parce que l'euro suppose que le capital et surtout le travail soient complètement mobiles, c'est-à-dire que les travailleurs quittent un pays pour aller travailler dans un autre, selon les poches de croissance, avec, on l'espère, des politiques industrielles plus ou moins structurées. Mais l'Europe est fondée sur la notion d'État-providence, depuis Bismarck en Allemagne, depuis Beveridge en Angleterre, et donc ce sont des personnes qui ont formulé une notion étatique qui permet de donner à chacun un filet de sécurité. Et singulièrement, la baisse des taux d'intérêt qui a accompagné l'euro, parce que l'Allemagne a donné son taux d'intérêt au reste de l'Europe, a permis de conforter cet État-providence lui-même financé par l'emprunt, alors que normalement, de manière peut-être un peu onirique, l'euro aurait supposé d'avoir une vision libérale de mobilité, d'intranquillité, on va dire de manque de stabilité des facteurs de production. Donc on a aujourd'hui une monnaie qui a des exigences qui sont, on va dire, non congruentes avec la réalité de nos États-providence. Oui, et puis socialement, ça marche pas vraiment, c'est pas vraiment cohérent. On dit une devise ne se défend jamais par la force publique, elle n'existe que par l'adhésion populaire. Donc ça manque, ça aussi. Bien sûr, parce qu'une monnaie doit refléter ce qu'on appelle les rapports sociaux, c'est-à-dire les forces sociales, la tension du capital et du travail. Une monnaie ne peut pas s'imposer comme étant le régulateur d'une économie à laquelle il n'est pas adapté. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les pays du Sud, dans les pays méditerranéens, mais même en France, certains revendiqueront peut-être de sortir de la zone euro parce qu'ils considèrent que cette monnaie ne correspond pas à la typologie locale et ils considèrent même l'euro comme une monnaie étrangère. Et c'est même le cas en Allemagne où on voit que le parti d'extrême droite AfD, qui est un parti anti-Europe, est aussi un parti anti-euro, en disant que finalement avoir abandonné sa souveraineté monétaire, quelles qu'en étaient les raisons, était une mauvaise chose parce que la monnaie doit refléter, de manière assez confinée dans l'espace et certainement dans le temps, une réalité sociale qui ne peut pas être homogène dans la zone euro. Donc pour autant sortir de l'euro aujourd'hui, ça serait quand même très compliqué, ou pas? Ce serait extrêmement compliqué, ce serait dévastateur. Donc ce qui est assez particulier, c'est que l'Europe maintenant prend une nouvelle formulation vers un système qui deviendra, je crois, plutôt féodal, avec en fait des agrégats d'États-nations, et on les voit déjà apparaître progressivement. Mais en même temps, cette vision-là est un peu mortifère. C'est tout le rêve européen qui commence à se fragmenter, et de manière tout à fait singulière et quasiment contre-intuitive, l'euro, qui était à la base en partie de ce rejet de l'Europe, est aujourd'hui le meilleur narratif pour garder des pays ensemble, puisqu'ils partagent le même étalon monétaire. Donc l'euro est à la fois la cause peut-être de désagréments sociaux, mais peut-être le filet de sécurité d'une Europe qui est en train de se désagréger. Ah oui, c'est compliqué là. C'est compliqué. Vous parlez de sociologie, je trouvais ça intéressant. On est dans vous dites que ce qui cause aujourd'hui, donc capitalisme et populisme sont consanguins, c'est ce que vous expliquez, mais que l'atomisation de la société a produit entre autres le populisme, et que donc on a des éléments traditionnels qui se disloquent, et c'est ce qui crée le manque d'empathie. C'est donc une des causes aussi du populisme, c'est ce manque d'empathie? Oui, on vit dans un monde qui était auparavant vertical. On pouvait séparer les États, les partis politiques, les classes sociales, et cette stratification de la société était assez hermétique. Aujourd'hui, on vit dans un monde digital qui est devenu un monde horizontal. Il n'y a plus de séparation comme on l'avait pu le constater auparavant. Et on a aussi promu l'individualisme. Finalement, les grands repères sociaux, sociétaux, qu'ils soient religieux ou étatiques, ont quasiment été dissous dans l'économie de marché. Et ça a commencé dans les années 60. Et aujourd'hui, l'individualisme est considéré comme un projet de société, c'est-à-dire que la prospérité individuelle est censée contribuer... Prime sur l'intérêt public. Oui, prime sur l'intérêt public. Ou bien, de manière encore plus paradoxale, on part de l'idée d'Adam Smith que la somme des égoïsmes individuels conduit à un certain optimum collectif. Eh bien, on se rend compte maintenant que si l'idée théorique peut être intéressante, on ne gère pas un pays comme une entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent absolument se réapproprier la gestion de la chose publique dans une notion, non pas liberticide, ou un concept liberticide, mais dans un projet qui est structurel et que j'appelle l'État stratège. Donc ça veut dire que si on doit se mettre à la place de nous, en votant, on doit voter pour des gens qui ont un projet politique, entre autres économique, et pas pour un projet économique, si on vous suit. Je crois qu'on peut voter à la fois pour un projet économique et un projet social. Moi, j'ai une conviction, c'est que la prospérité individuelle n'est pas en tant que telle un projet politique, et que donc on doit avoir des sociétés humanistes, inclusives. On vit dans un monde qui change beaucoup en matière d'immigration, en matière de flux, en matière d'ouverture des frontières.
Et donc croire qu'on va trouver une sorte de pureté, on va dire, originelle dans l'exclusion des autres, dans des ethnies, dans des langues, dans des régions qui soient maintenant isolées les unes des autres, est une fiction complète. Je crois qu'on doit épouser la mondialisation de manière positive, quels qu'en soient les attributs, mais avec une vision humaniste, plutôt que de croire qu'on peut s'en extraire de manière quasiment liberticide. Et c'est ça que l'enjeu de l'Europe actuellement, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de promouvoir des systèmes d'exclusion, quels que soient d'ailleurs les motifs d'exclusion, et ça ne conduit nulle part. On le sait, l'histoire a démontré que chaque fois que des pays ont voulu, on va dire, se purifier, et de nouveau, quelle qu'en soit la trame politique, ça a conduit à des catastrophes. Il faut au contraire, je crois, mettre en œuvre un certain lâcher-prise individuel et collectif pour accepter l'autre, accepter l'altérité, et avoir des sociétés qui retrouvent l'idéal social-démocrate qu'on avait pu connaître après la Seconde Guerre mondiale. Donc ceux qui nous proposent l'augmentation du pouvoir d'achat, en fait, sans rien d'autre, on ne doit pas les croire. On peut les croire, parce que l'important, c'est de donner du pouvoir d'achat aux personnes qui en ont besoin. Ça aussi, c'est une réalité des 40 dernières années, c'est que les inégalités sociales ont augmenté fortement. Elles ont été aggravées par la crise de 2008. Et c'est vrai que l'État-provident, notamment en Belgique, a permis en grande partie de corriger ces inégalités. Donc on ne doit pas se plaindre trop de notre État-providence belge. On a un assez bon score, au coefficient de Gini, c'est ça ? Voilà, le coefficient de Gini, qui est un coefficient qui montre le degré d'inégalité. Et en fait, on est un des pays les meilleurs au monde. On a un peu baissé ce coefficient, donc dans un sens négatif depuis 2008, mais pas tellement. Et donc ça veut dire que l'État joue son rôle de redistributeur. D'ailleurs, l'État brasse à peu près 50% du produit intérieur brut. Donc, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas avoir des sociétés qui soient dualisées, avec des personnes qui sont capables de surfer sur la mondialisation, et puis des personnes qui soient tellement ancrées dans leur réalité terrestre qu'elles ne sont pas capables de bouger avec le monde. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'on doit aider. D'ailleurs, c'est très révélateur, je le répète souvent, mais en France, les Gilets jaunes, c'était une façon de s'opposer à ce qu'on appelle la déterritorialisation du travail. Bien sûr, à la base des Gilets jaunes, il y a la taxe sur le diesel, il y a le fait que l'économie bougeait, mais surtout que l'économie allait trop vite. Et ces Gilets jaunes ont voulu, dans un premier temps, bloquer le flux des personnes et des biens, des voitures et des camions, autour des ronds-points, autour des routes, pour essayer de se réapproprier un flux d'une économie qui va, selon eux, trop vite. Eh bien, c'est ça qu'on doit comprendre maintenant, c'est que des personnes ne peuvent pas être reléguées comme des rebuts de la mondialisation, même si ces personnes en bénéficient maintenant, et qu'on doit certainement revaloriser le pouvoir d'achat des personnes qui ont, en termes de vie quotidienne, des difficultés. Donc on devrait, je crois idéalement, imaginer un nouveau pacte social et fiscal, comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale, qui réaligne les intérêts du capital et du travail dans le sens de ce que j'appelle la bienveillance sociale, ou encore mieux, dans le respect de ce qu'on appelle le culte de l'intérêt général. Alors, il y a deux choses. Le travail, oui, c'est vrai. Donc, il y a moins d'inégalités, mais le problème est dans le capital. Et donc, justement, vous parlez de la crise de 2008. Depuis 2008, il y a des gens comme Piketty qui s'intéressent justement à cet écart-là. Et on voit que le problème n'est pas l'écart dans le travail, c'est l'écart entre le capital. Donc, il y a des gens qui ont énormément, si je comprends bien, et d'autres qui ont très, très peu. Donc ça, comment on peut faire pour réduire ça, justement ? Alors, il faut bien poser le problème, parce qu'effectivement, on voit que dans la création de richesse annuelle, la part des revenus du capital augmente et la part des revenus du travail baisse. Ce n'est pas tellement grave d'avoir des personnes extrêmement riches, parce que ces personnes, pour rester riches, doivent mettre leur capital au travail. C'est le ruissellement. C'est le ruissellement, mais elles doivent créer de l'emploi, elles doivent mettre en œuvre du travail dans les entreprises, et donc il y a un phénomène naturel de recyclage. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'ascenseur social monte plus difficilement qu'il ne descend, que cette fameuse théorie du ruissellement, qu'on appelle en anglais le trickle-down, mais n'est plus tout à fait vérifiée maintenant, donc en fait la richesse créée au sommet ne percole pas vers le bas, ou en tout cas s'évapore avant de toucher le bas. Et en plus, on vit une période maintenant de mutation technologique qui est très importante et qui va, par la force des choses, on le sait, c'est connu, disqualifier des tâches qui étaient auparavant manuelles, intellectuelles, et qui seront mécanisées. Or, les personnes qui vivent cette transition sont au milieu de leur carrière, n'ont pas l'occasion toujours de se réapproprier l'enseignement, de se reformer, et donc ça pose un problème d'égalité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit simplement les aider par de la finance, il faut reformer les gens, il faut donner un message de rigueur, d'apprentissage, de mise à risque de chacune de nos connaissances, et on a en Belgique d'ailleurs un système éducatif qui permet de le faire, mais on doit repenser les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'avoir une société duale avec une partie de la population qui soit au bord de la pauvreté. Par exemple, 40% des pensionnés maintenant, des retraités, sont au bord de la pauvreté, et des personnes qui soient en train, par leurs compétences, leurs acquis sociaux, de surfer sur cette mondialisation avec une espèce d'inconscience par rapport aux réalités sociales. Surtout qu'on voit maintenant.
Et on voit ce que les autres ont et qu'on n'a pas, parce que objectivement, ça va mieux qu'il y a 200 ans. Les richesses, enfin, l'alphabétisme, enfin, on le dit tous, on écrit tous, alors qu'il y a 200 ans, il n'y avait que 12 personnes qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, c'est 86%. En termes de maladies, de mortalité infantile, ça va mieux. Le seuil de pauvreté aussi est vraiment plus réduit. Mais pour autant, on voit les choses. Et ça, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. On vit, tout est meilleur qu'il y a 2 siècles, c'est incontestable, à commencer par les démocraties, les soins de santé, l'espérance de vie, parce qu'on se plaint du vieillissement de la population, et c'est bien, les gens vivent aujourd'hui 20 ans de plus qu'ils ne vivaient au terme de la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, nous vivons ce qu'on appelle une révolution industrielle. Et les révolutions industrielles sont extrêmement perturbantes en termes d'équilibres sociaux. C'était constaté au milieu du 19e siècle, c'était constaté au début du 20e siècle. Les avancées technologiques sont porteuses de déséquilibres, de fractionnement de la société. Et donc, on ne peut pas simplement prendre pour acquis que les gens vont s'adapter à cette mutation. Il faut les aider en termes de pouvoir d'achat, en termes de formation. Et c'est ça maintenant la nécessité absolue des pouvoirs publics. C'est ça que nous devons exiger de nos dirigeants. C'est formuler ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, un patriotisme, c'est-à-dire une promesse de société qui soit, à mon sens, inclusive et qui soit bienveillante. En fait, vous parlez d'un patriotisme dont on devrait parler certains partis politiques et dont ils n'osent pas parler, et que s'approprient peut-être les populistes, du coup. Puisqu'il n'y a personne qui parle de nous, il faut bien que quelqu'un le fasse, et ce sont les populistes qui le font. Ça, c'est compliqué. Mais c'est exactement ce qui se passe, en fait. Les populistes qu'on aurait appelés les démagogues il y a quelques dizaines d'années sont des personnes qui expriment, en fait, une sorte de rancœur, je crois essentiellement par rapport au pouvoir politique, qui ne les a pas protégés des marchés. Et les pouvoirs politiques sont eux-mêmes écartelés entre cette population qui demande des biens sociaux et des marchés qui leur échappent. Donc, quelle est la synthèse de tout ça? C'est au pouvoir public, aux gens qu'on élit, d'exprimer, de formuler un projet de société, d'articuler une ligne de temps, de redevenir stratège. Et je le répète, ce n'est pas impossible. Ça a été fait après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, on dira, oui, mais c'était plus facile après la Seconde Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire, l'économie n'était pas mondialisée. Enfin, l'économie à l'époque a vécu d'autres difficultés bien plus importantes, à commencer par la production agricole, à commencer par le rationnement, à commencer par la reconstruction elle-même, à commencer par des problèmes monétaires. Donc, à chaque temps, ces difficultés. Mais aujourd'hui, je ne crois que nous ne pouvons pas vivre avec des pouvoirs politiques qui soient, je veux dire, simplement des passagers, des accompagnateurs de l'économie. Oui, le temps politique est revenu. Et d'ailleurs, je suis très étonné de voir que, quelle que soit l'inflexion ou l'appartenance politique, aujourd'hui, il y a une demande de formulation d'un plan pour l'avenir. C'est ça qui va rassurer la population. Le pire serait finalement que les élections se passent maintenant dans quelques semaines et que ces élections soient une sorte de configuration d'individualité comme ça a été trop souvent dans le passé. Ce n'est pas ça que la population attend. Et il faut faire attention parce que si la rue n'a pas toujours raison, on n'a pas raison contre la rue. On doit écouter les personnes qui manifestent. Je prends un exemple, c'est le climat. On a des jeunes filles qui ont été à la base d'un mouvement citoyen, d'un mouvement d'adolescents pour le climat. Ces 2 jeunes filles ont été reçues par Emmanuel Macron. Elles n'ont eu aucun écho dans le monde politique belge. C'est quasiment impensable. Et donc ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une demande qui n'est pas rencontrée, un peu comme si le monde politique était pétrifié, était cloisonné de manière hermétique dans des réflexes qui ont peut-être appartenu au passé, mais qui ne correspondent pas à la demande de la population. Oui, justement, du coup, la taxation de 56% du carburant, par rapport au pouvoir d'achat, ça paraît incongru aujourd'hui. Oui, ça paraît incongru, ça veut dire qu'on doit faire une transition climatique qui ne sera pas facile à faire, parce que l'État lui-même doit gérer ses finances publiques. Mais quel est le plan énergétique de la Belgique? On sait qu'aujourd'hui, le nucléaire représente à peu près 50% de la production d'électricité. On peut en partie l'importer, on a 10-15% d'énergie alternative, mais quelle est la situation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est ce à quoi on doit penser, parce qu'on sait que les centrales nucléaires vont être prolongées pendant 10 ans, peut-être 20 ans, mais qu'il y aura un terme. On fait que de la prolongation, quoi. On fait la prolongation, on ne sait pas d'ailleurs comment les démanteler, on ne connaît pas le coût, on n'a pas de plan clair, et ça c'est extrêmement important. Et je le répète, pourtant il y a des gens dans ce pays, dans les années 50 et 60, qui ont mis en œuvre une politique énergétique qui a d'ailleurs permis de construire ces centrales nucléaires. On les conteste maintenant, mais au moins il y avait un plan.
Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. Donc tous les problèmes importants, qui sont en fait extrêmement anxiolisants pour la population, je parle des retraites, je parle de l'énergie, de la mobilité, qui est un poids en termes de coût sociétal gigantesque, ces problèmes doivent être réglés. On ne peut pas, comme une boule de neige qui grossit, la pousser chaque fois devant soi en se disant que l'avenir va résoudre tout seul le problème. Non, la réalité, c'est que l'économie de marché spontanée ne permet pas de résoudre les problèmes de biens publics, ne permet pas de résoudre les grands équilibres, ne permet pas de résoudre ce qu'on appelle l'harmonie sociale. Et que cette harmonie sociale, elle doit être basée sur une impulsion encadrée, formulée de la part des pouvoirs publics. Vous terminez sur une note très très positive, optimiste. Ne laissons pas notre monde inconsolable. Donc effectivement, le livre est plutôt optimiste, plutôt constructif. Donc du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme, c'est édité à la renaissance du livre. Voilà, on apprend plein de choses, on se couche moins bête et puis surtout, on a des revendications. C'est ça, finalement. Nous, en tant que citoyens, on peut aller avec des revendications en lisant votre livre. L'idée de ce livre, c'est d'abord d'être une alerte, comme une vigie qui transmet un message, et c'est d'essayer de manière tout à fait humble et parcellaire de décoder certains phénomènes et peut-être de donner le message que la chose publique appartient aux citoyens et qu'elle doit être maintenant mise en forme de manière positive, homogène et, je répète, inclusive pour les futures générations. Et la synthèse du livre, c'est qu'en fait, on devrait subordonner aujourd'hui toute décision politique au bien-être des futures générations. Ce serait la seule façon d'assurer la continuité, d'abord de l'humanité, dans la gestion dans le respect de la gestion du climat, de l'environnement et surtout des équilibres sociaux. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.